Nicaise, bonjour. Bonjour Jacques. Vous venez de publier chez Maison de Vie le serment en franc-maçonnerie. En fait, c'est un gros mensonge parce que le serment en franc-maçonnerie, c'est une toute petite partie du livre. Le C'est livre vrai. est beaucoup plus riche que ça. Alors donc, c'est un mensonge dont vous êtes pardonné. Alors, commençons un petit peu dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que le serment a été créé comme un geste protecteur contre la peur? Effectivement, il s'agit bien d'une protection contre la peur de trahison en l'occurrence. Car quand nous étions chasseurs-cueilleurs ou nomades et que l'un de nous s'en allait ramasser des coquillages que l'autre mettait dans son panier, si un de nous deux était défaillant, eh bien, il n'y avait plus de coquillages à l'arrivée. De même, si l'un rabattait le gibier et l'autre le chassait, il fallait absolument être fidèles l'un à l'autre. Par contre, à partir du moment où nous avons commencé à nous sédentariser, eh bien, nous avons pu commencer à être retors, menteurs, félons, j'en passais des meilleurs, faussaires aussi, ce que nous sommes tous potentiellement, sauf si un serment nous attache. Et là, le serment nous attache mieux encore qu'un traité, parce que le traité n'a guère de durée, tandis que le serment est fait pour durer. En principe, pour une éternité. Serment en médecine, c'est un des plus célèbres, puisque le serment d'Hippocrate, il a été fait pour protéger les malades, mais est-ce qu'il n'a pas été aussi fait pour protéger les médecins? Et d'une certaine manière, est-ce que ce serment, ça n'est pas une limite à l'évolution des sociétés? Oui et non. Oui et non parce que effectivement le serment lie de part et d'autre. C'est d'ailleurs la vertu du serment. Le serment, c'est une parole donnée, mais ce n'est pas que une parole donnée. C'est surtout une parole reçue. Et c'est là qu'est justement la grande qualité du serment. Donc effectivement, le serment exige un récepteur pour être valable. Le serment d'Hippocrate notamment. Maintenant, le serment d'Hippocrate, il a évolué considérablement. Et donc, le serment n'est pas quelque chose qui limite, je vais dire, de façon durable par contre. Je veux dire par là que l'évolution du serment permet de suivre l'évolution de la société. Ainsi, le serment d'Hippocrate, précisément, a évolué au fur et à mesure des acquis, par exemple, de l'euthanasie ou de l'avortement. Il faut savoir que dans le serment d'Hippocrate grec originel, la chirurgie est une abomination. On interdit totalement l'usage d'objets tranchants pour opérer, pour ouvrir l'être humain. C'est totalement exclu. Il a bien fallu que ça évolue, évidemment. Serment ou traités internationaux. Vous êtes belge. La Belgique en sait quelque chose parce qu'en 1914, le chancelier allemand Bethmann Hollweg, j'ai cherché son nom, Bethmann Hollweg a dit pouf, c'est un chiffon de papier le serment sur la neutralité de la Belgique. Alors, est-ce que ça a un sens, les serments internationaux? Alors, je ne pense pas que ce soit là un serment, justement, c'est un traité. Et donc, c'est ça que je veux manifester comme différence, c'est qu'effectivement, il ne faut pas prendre un serment comme un traité, c'est prendre une vessie pour une lanterne. Un traité pour un serment, pardon. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le traité entre des États, par exemple, ne sert finalement qu'à une seule chose, c'est à gagner du temps. Et quand des pays font la paix, par exemple, et qu'ils passent un traité, ben, c'est juste pour se refaire une santé avant de retourner se taper sur la figure. Je suis peut-être un peu négatif, mais en tout cas, c'est le but du jeu. On va parler des autres cultures parce que on apprend dans votre ouvrage que Japon-Chine du 8e au 12e siècle, le serment était inutile. Pourquoi? Parce que la parole d'honneur avait une telle valeur qu'il était inutile de statuer sur son état, je vais dire. Celui qui avait une charge la remplissait avec l'honneur nécessaire. Donc là, on était dans une fixation sociale qui permettait effectivement l'absence de serment. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, hein, et ça a été relativement local, l'être humain étant ce qu'il est. Mais c'est arrivé déjà, oui. Parlons un peu de maçonnerie parce que
c'est quand même le titre du livre, le serment en franc-maçonnerie. En franc-maçonnerie, par exemple, entre le 1er et le 18e degré, on pratique 16 serments. Et la question qu'on peut se poser, c'est finalement, sont-ils tous des serments? Sont-ce des promesses? Sont-ce des jurements? Sont-ce des engagements? Sont-ce des simulacres? On peut s'interroger. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ce que j'en pense, j'ai essayé effectivement de hiérarchiser le verbe, parce que je pense que le verbe est capital, une fois de plus. En l'occurrence, il y a, vous les avez cités, 3 verbes qui sont utilisés. Je jure que, je promets que, je m'engage à. Et malgré l'aura dont bénéficie l'engagement pour le moment, surtout dans cette période d'indignation diverse, l'engagement, j'ose dire que, en tout cas quand on dit « je m'engage à », bien c'est juste la première marche de l'effort, juste la première marche de la hauteur, parce que ça veut dire « j'engage moi ». Et c'est tout. Ça se limite à ça. D'autant que si on s'engage vraiment, on n'attend pas forcément quelque chose des autres. On le fait en toute liberté, de par soi-même. Par contre, je promets de est déjà un cran au-dessus, puisque là, ça exige tout de même une reconnaissance de la part des autres. Je promets, je mets en avant, je mets pour. On est déjà un cran au-dessus. Quant à je jure, alors là, ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, étant donné que ça se fait devant ce qu'on sacralise le plus, sur lequel il faut se mettre d'accord, évidemment, d'où toute la difficulté de savoir pourquoi on jure. Donc, ce que je propose comme démarche, c'est qu'on ne jure qu'une seule fois, lors de l'initiation, la seule initiation, parce que pour moi, il n'y en a pas d'autre que celle qui mène au premier degré, au degré d'apprenti, celui qui fait le franc-maçon. Et d'ailleurs, beaucoup de rituels conviennent que ce qui fait le franc-maçon, c'est le serment, c'est le fait de jurer, précisément de jurer, et que le reste, tout ce qu'il y a autour, n'est qu'une mise en scène pour en manifester toute la valeur. Donc après, effectivement, aux autres degrés, eh bien, il s'agira de promettre ou de s'engager. Et là, je laisserai tout de même un peu de liberté aux francs-maçons de choisir en leur loge et dans leur serment quel verbe ils utilisent. Mais jurer ne devrait, en principe, me semble-t-il, ne se faire qu'une seule fois, la première. Avant-dernière question, un peu psychologique, voire philosophique. Est-ce qu'il y a une recette, est-ce qu'il y a une méthode pour que le serment puisse transformer quelqu'un? Bien, je pense que c'est justement ce qui se passe lors de l'initiation. C'est toute cette mise en scène, parce que c'est une théâtralisation, soyons très clairs, qui commence dès l'abord du candidat, qui se prolonge dans le cabinet de réflexion, passer les rencontres avec les différents répondants. Enfin bon, il y a toute cette montée en puissance qui permet quelque chose de magique, c'est la confiance. Et cette confiance est le maître mot du serment, étant donné qu'il faut arriver à ce que le candidat franc-maçon, au moment où il devient franc-maçon en jurant effectivement les engagements qu'il prend, les promesses qu'il fait, mais en les jurant, soit parfaitement libre. Et pour qu'il soit libre, il faut qu'il ait confiance envers ceux qui sont autour de lui et qui l'ont mené jusque-là, et que les autres aient confiance en lui, puisque c'est précisément pour installer cette confiance que le serment existe. Et là, je pense que si on arrive à cette hauteur extraordinaire, on a installé le serment. Boris, je vais finir avec une petite facétie. Jacques Chancel terminait régulièrement ses interviews avec la question « Et Dieu dans tout ça ?» Alors moi, je vais poser presque la même question à Boris Nicaise parce que sur la couverture du livre, on prête serment non pas sur la Bible comme dans beaucoup d'ateliers et du rite écossais, mais sur les constitutions d'Anderson. Pourquoi? Est-ce que quelque part, ça symbolise un refus de la transcendance? Pas du tout, mais ça symbolise un retour à l'essentiel, aux origines de la franc-maçonnerie et donc aux constitutions d'Anderson. C'est simplement ça. Je suis dans plusieurs ateliers différents, évidemment, que ce soit dans les grades d'IO ou dans les loges bleues, et les prestations de serment s'y font à différents niveaux. Dans ma loge bleue, c'est effectivement sur la Bible.
dans les hauts grades, ça peut même être sur un livre blanc. Je pense que ça n'est pas forcément ça qui compte, mais ce qui compte, c'est ce que nous avons dans le cœur et dans la tête au moment où nous prêtons ces serments et la hauteur que nous mettons dans le geste et dans le verbe. Je pense que nous pouvons tout doucement, je ne vais pas dire nous débarrasser, mais être un petit peu plus détachés de la page de garde du livre, je vais dire. Okay. Eh bien, Boris Nicaise, merci pour ce survol critique, historique, géographique et philosophique des pratiques du serment, et à très bientôt. À très bientôt, Jacques. Merci beaucoup.